Voici une histoire qui a duré 6 mois. Sans aucun doute, c'est la table la plus complexe, la plus longue à réaliser et la plus coûteuse jamais produite par notre atelier. Bois exotique, solution technique unique, animation de la diorama et encore 101 défis qu'il a fallu relever et résoudre. Au final, nous avons une table au prix d'un cottage. Bon visionnage! Au final, pour ce projet, nous avons choisi cette magnifique planche de séquoia. Oui, vous avez bien entendu. C'est un morceau de séquoia véritable de 5 mètres de long qu'il va falloir découper en morceaux plus petits. Même si je n'en ai pas vraiment envie, le projet l'exige. Bien sûr, avec une telle planche, on aurait envie de fabriquer une immense table à manger de 5 mètres et de conserver au maximum ses dimensions et son bord naturel. Mais je pense que le client ne sera pas ravi si, au lieu d'une table en T pour la salle de réunion, nous apportons une table à manger rectangulaire. Finalement, nous avons décidé de ne pas préciser la possibilité d'une exécution alternative et nous sommes passés au cahier des charges techniques qui exige de découper cette planche en des planches plus petites et à la géométrie correcte, c'est-à-dire sans bord naturel. Mais d'abord, le calibrage. Pour cela, nous plaçons la pièce sur la machine à copeaux, installons une fraise spéciale pour le calibrage et lançons le processus. Puisque la géométrie de la pièce est pratiquement parfaite, le calibrage se fait donc très rapidement et simplement. Je pense que cela se voit et se comprend clairement. L'étape suivante, après avoir obtenu une surface parfaitement calibrée, consiste naturellement à installer une scie à chariot sur une telle surface. C'est ce que nous allons faire, mais d'abord, le traçage. Comme je l'ai dit, la table doit finalement avoir une forme correcte. Pour cela, nous mesurons un rectangle précis, coupons tout ce qui dépasse, et ce, sur les 4 côtés. Après avoir obtenu la première pièce pour le coulage, il faut la préparer avec soin à cette étape importante. Voyons pourquoi cela est nécessaire. Étant donné que nous travaillons avec de gros morceaux de bois massif naturel, il y aura toujours une certaine quantité de fissures. Dans certaines planches, il y en a moins, dans d'autres plus, mais il y aura toujours des fissures, des niches, des cavités et des défauts. Et il est beaucoup plus simple de traiter ces fissures dès le départ, avant le coulage, ce qui évitera bien des problèmes par la suite. C'est pourquoi nous ouvrons immédiatement ces endroits, puis nous y versons la résine sans problème. La résine. Les petites fissures sont plus faciles à enlever avec une Dremel. Mais pour les grandes, il est plus simple de les nettoyer d'abord avec un ciseau à bois. Je pense qu'il est plus clair pourquoi nous traitons si soigneusement chaque fissure, nœud et autres défauts. En fait, ce projet ne fait pas exception. C'est pourquoi Sacha fait tout ce dont je parlais récemment. Mais contrairement aux essences auxquelles nous sommes habitués et que nous utilisons pour fabriquer des tables, principalement le chêne, le frêne et l'orme, la séquoia se travaille beaucoup plus rapidement et agréablement. Laissez-moi vous parler un peu de ce matériau exotique. Le séquoia est considéré comme l'un des arbres les plus hauts du monde. C'est justement pour cela que nous avons accès à des plateaux de 5 à 6 mètres de long et 1,5 mètre de large. Cela sur toute la longueur du plateau, ce n'est pas la limite. Avec le séquoia, il est facile de débiter un plateau tel de 10 ou même 15 mètres de long. Il serait impossible de le sécher et de le transporter. D'ailleurs, il n'y a pratiquement aucun besoin pour un format aussi grand. Je suis donc sûr que notre spécimen a également été scié en 2, dalles d'environ 10 mètres. Mais en relation avec de tels avantages, sous la forme de la taille énorme des troncs d'arbres, nous obtenons également des inconvénients comme un fardeau. La densité de ce bois est d'un peu plus de 300 kg par mètre cubique. Et lors du traitement, cela rappelle beaucoup notre pin, mais même le pin a une valeur de 500 kg par mètre cubique, ce qui est nettement plus dense que le séquoia, sans même parler du chêne. En conséquence, ce matériau se déforme facilement sous la pression. Et en tant que plateau de table, ce n'est pas la meilleure solution. Mais comme vous le voyez, nous fabriquons justement un plateau de table. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et nous arrivons à la première étape du coulage. Après avoir placé la dalle sur une surface plane et propre, nous prenons le silicone. Nous commençons par isoler localement les fissures à l'extrémité de la pièce. En réalité, dans ce cas, on peut réaliser différents types de coffrage. Mais, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de petites fissures invisibles dans la dalle, il est plus simple de fermer localement les endroits évidents par lesquels la résine pourrait s'infiltrer. C'est ce que nous avons fait. Mais avec la partie supérieure, tout est un peu plus compliqué.
Contrairement à l'exemple que je viens de donner, ici nous avons décidé de renforcer les zones où se forment les bords en silicone avec du ruban adhésif, car c'est un matériau nouveau pour nous. Je parle du bois de séquoia et il n'est pas clair à quel point il absorbe la résine, comment il réagit au silicone, etc. Sinon, on risque d'obtenir une démarcation nette lors d'un tel coulage. Et ensuite, il faut poncer ces endroits pendant très longtemps. Après avoir bien appliqué le silicone sur toutes les zones potentiellement à risque et avoir inspecté la pièce tout autour avec les doigts, nous passons au coulage. Comme le veut la bonne tradition, nous utilisons la composition appelée Art Eco de chez Ecovani, composant A plus composant B. Il ne reste plus qu'à bien mélanger et à teinter légèrement. Tout d'abord, nous apprêtons les extrémités. Cela se fait afin d'isoler la sortie d'air du bois. Oui, il y a vraiment beaucoup d'air dans le bois, et à certains endroits, il peut s'échapper en une interminable succession de bulles. Si l'on verse immédiatement toute la résine dans la cavité, nous avons appliqué une fine couche à l'aide d'un pinceau. Ensuite, il faut attendre que la résine prenne, mais sans qu'elle sèche complètement. Ainsi, cette couche créera une sorte de barrière à travers laquelle l'air ne pourra pas s'échapper. À cette étape, nous utilisons une résine rapide qui prend en une journée. Et dès le lendemain, nous préparons un mélange appelé art massif. Cette résine se polymérise pendant une semaine et convient parfaitement aux coulées massives, ce que nous allons justement faire. Nous essayons également, à chaque fois, de teinter très légèrement le mélange. Au final, la résine a un aspect un peu plus noble et nous évitons le risque que le mélange jaunisse légèrement avec le temps. Comme vous pouvez le voir, nous mélangeons ce composé à l'aide d'une perceuse visseuse. Voyons quelle est la différence ici. D'après mon expérience, je dirais que pour mélanger un petit volume, comme dans ce cas, il faut le faire manuellement avec un bâtonnet. Pourquoi procède-t-on ainsi ? Parce qu'il s'agit d'un mélange à prise rapide, la résine polymérise donc rapidement et les bulles d'air n'ont pas le temps de s'échapper. Et si on le mélange avec un fouet monté sur une perceuse visseuse, cela crée beaucoup de bulles. En conséquence, elles n'auront pas le temps de sortir de la résine et il restera plein de bulles dans la coulée, ce que nous ne voulons pas. En revanche, si nous devons mélanger un grand volume de résine à polymérisation lente pour des coulées massives, il est tout à fait possible de la mélanger dans un seau à l'aide d'un tel fouet. Au final, nous avons bien mélangé la résine sans hésiter, puis nous avons commencé à la couler. L'avantage de cette composition, c'est qu'elle polymérise pendant 7 jours et que, durant la première journée, la résine reste dans un état très liquide, ce qui permet à toutes les bulles d'air de remonter à la surface. Au final, nous obtiendrons une coulée parfaitement cristalline. Mais pour cela, il faut attendre 7 jours. Et puisque nous avons 7 jours devant nous, nous pouvons nous attaquer à la tâche suivante. Selon le concept, une diorama doit être intégrée dans la table. À cette étape, nous préparons des modèles 3D pour celle-ci. Nos modèles ne comportent pas beaucoup de polygones, mais la scène elle-même contient beaucoup d'objets différents. C'est pourquoi son traitement et son rendu peuvent prendre pas mal de temps. Cette tâche, bien que pas très compliquée, dépend fortement de la puissance du PC. L'idée ici est la suivante. Le client nous a envoyé des photos de son site de production, de ses entrepôts, de ses machines et de ses champs, et il ne nous reste plus qu'à reproduire cet endroit à l'identique, mais en version très réduite et à l'intérieur du plateau de la table, sous forme de diorama miniature. Il va de soi que de tels modèles n'existent pas en libre accès, et nous avons donc dû les concevoir de zéro en nous basant uniquement sur les photos. André s'est occupé de cela pendant plus d'une semaine, ce qui signifie que la résine a bien séché, et nous passons maintenant à l'étape de calibration. Comme vous pouvez le voir, nous retirons littéralement quelques millimètres. Le but de cette calibration est d'éviter de poncer le plateau pendant des heures pour enlever l'excès de résine, mais plutôt de retirer rapidement et simplement cette couche à l'aide d'une fraise, et ce, des deux côtés. Je rappelle qu'au final, nous devons obtenir une immense table en forme de T, composée de 2 plateaux qui se rejoignent. Au préalable, nous avons esquissé le projet, obtenu ce rendu et l'avons validé avec le client. Eh bien, il ne reste plus qu'un détail. Donner vie au projet à partir de l'image. Comme nous n'avons pas de slab de séquoia de rechange, nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Il n'y en a pas non plus. Et avant de commencer le fraisage, nous traçons d'abord le marquage, en griffant littéralement le contour du futur fraisage sur le slab.
Si nous nous rendons compte que nous avons fait une erreur ou que l'emplacement ne convient pas au client, ces griffures peuvent être calibrées en 15 minutes. Mais si tout nous convient, alors nous continuerons. Nous sommes sûrs que le fraisage se fera exactement à l'endroit que nous avons marqué. Vous avez compris comment calibrer les griffures? Nous n'avons pas eu à le faire. Nous avons installé une autre fraise et commencé le fraisage. En ce moment, nous travaillons sur le plan de travail latéral, c'est-à-dire la partie supérieure de la lettre T. Sur celle-ci sera placé le contour de 2 feuilles de séquoia. Oui, ici tout est très symbolique. Sur un plan de travail en bois massif de séquoia. Nous fraisons 2 feuilles de séquoia pour une entreprise appelée Sequoia. Voilà, en fait tout le secret est dévoilé, mais ce ne sera pas un simple plan de travail avec une résine verte. Parlons de tout dans l'ordre. Et dans l'ordre, nous passons à une nouvelle étape de travail avec la résine. Dans la cavité apprêtée et fraisée en forme de feuilles de séquoia, nous versons de la résine légèrement teintée avec un colorant vert transparent. Le lendemain, lorsque cette couche a pris, nous passons à l'étape suivante. Maintenant, nous devons préparer un mélange avec un additif nacré. Cela se fait afin de mettre en valeur correctement ce contour par la suite. Autrement dit, la lumière traversera la couche de résine transparente, se réfractera dans la couche finale avec le nacre et s'y diffusera. Encore un peu de patience. Et tout deviendra clair visuellement. Mais pour ce coulage, nous avons décidé d'aller encore un peu plus loin. En fait, nous allons devoir calibrer à nouveau ce plateau, après que la résine aura séché. Et par conséquent, nous allons inévitablement enlever quelques millimètres de la couche supérieure, ce que nous préférerions éviter, car l'aspect visuel pourrait en pâtir. Ce n'est pas une situation totalement contrôlable, et le nacre peut paraître nettement moins beau après la calibration. Et c'est là que nous avons trouvé la solution suivante. Nous versons à nouveau une couche finale de résine transparente. De cette façon, nous créons un effet de profondeur et nous n'avons plus à nous inquiéter que notre couche de nacre soit endommagée lors du calibrage. Voilà comment nous procédons. Nous faisons donc une nouvelle pause dans le travail sur le plateau car la résine doit sécher. Et, comme le veut la tradition, nous retournons à l'ordinateur. Puisque le client travaille dans le domaine des cultures agricoles, nous lui avons proposé de réaliser une chose très intéressante qui sera intégrée dans le piétement de la table. Au final, nous obtiendrons une imitation d'un champ d'épis de blé qui ondule sous l'effet du vent. Nous n'avons pas réussi à trouver de mécanisme tout fait pour faire bouger les épis, ni d'autres éléments adaptés à notre projet. Il a donc fallu à nouveau les concevoir nous-mêmes. Bien sûr, on pourrait tout dessiner à la main comme autrefois, mais il est bien plus pratique aujourd'hui de créer un modèle 3D qui servira en quelque sorte de plan. Mais soyez prêts, le processus de modélisation lui-même consomme énormément de ressources informatiques. Cela demande aussi énormément de ressources et de temps à Andrei. À ce stade, la résine avait séché et nous avons reçu encore quelques nouvelles indications de la part du client. La tâche supplémentaire consistait à intégrer dans le plateau des échantillons des cultures que l'entreprise cultive et vend. Nous avons imaginé plusieurs options et finalement nous nous sommes arrêtés sur cette forme. Il s'agit du contour d'une pomme de pin de séquoia, dans laquelle les graines sont placées de manière très symbolique. Au préalable, nous avons soigneusement apprêté les moules, puis disposé le contenu et apprêté les graines. Le lendemain, il ne restait plus qu'à faire un rebord en silicone et à remplir de résine jusqu'en haut. À ce stade, nous avions déjà compris comment se comportait ce matériau, nous étions un peu plus confiants. C'est pourquoi nous avons appliqué le silicone directement sur le bois. Et ce furent les dernières modifications que nous avons très bien apportées avant le calibrage final.
Comme vous pouvez le voir, nous traitons le plateau par section. La zone de travail de la machine fait 2,5 mètres de long, alors que notre plateau mesure 3 mètres. C'est un problème fréquent. Heureusement, la conception de la machine ne nous limite, et nous pouvons traiter n'importe quelle longueur avec un décalage. C'est ce que nous avons fait. L'étape suivante est la plus intéressante. Du côté opposé, nous devons effectuer une découpe. Vous vous souvenez de la face avant? Nous avons 2 grandes feuilles de séquoia coulées dans de la résine verte. Et maintenant, nous devons méticuleusement calibrer couche par couche jusqu'à atteindre la coulée finale, car par la suite, il nous faudra installer les cartes tactiles et donner véritablement vie à cette composition artistique. Mais avant cela, il nous attend un long, très long ponçage et polissage du plateau. Pour vous, cela ne dure que quelques secondes. Mais en réalité, Sania a transpiré sur ce plateau la moitié de la journée, où il dit qu'il a transpiré, mais ce n'est toujours pas la fin. Comme vous vous en souvenez, nous avons découvert que le bois de séquoia n'est pas du tout dense et se marque facilement si on appuie fort dessus, ce qui n'est pas idéal pour une table de réunion haut de gamme. Mais il existe une astuce. La couche supérieure, nous l'enduisons soigneusement de résine qui est absorbée par le bois, et elle reste en partie à la surface. Et c'est déjà cette couche relativement uniforme. Nous allons la lisser mais sans la calibrer. Nous la laisserons comme une couche protectrice et renforçante. Dans ce cas, la surface sera beaucoup plus rigide et supportera sans problème toutes les contraintes d'utilisation, ce qui était précisément à démontrer. L'étape suivante consiste à égaliser cette couche à l'aide d'une ponceuse, puis, juste avant l'assemblage final, à vernir le plateau. Mais cela sera fait vers la fin du projet, car il reste encore beaucoup de travail à faire sur la pièce. Voilà justement ce dont je parlais. Maintenant, nous remettons à nouveau la pièce face contre le bas sur la CNC afin de réaliser une autre découpe. Un peu plus tard, il deviendra clair à quoi cela sert. Les plus attentifs ou ceux qui ont de l'expérience dans ce genre de travaux diront qu'il aurait été plus simple de faire directement les 2 découpes lorsque le plateau était posé sur la CNC. Oui, c'est tout à fait vrai. Parfois, nous faisons des gestes apparemment illogiques et superflus, mais le plus souvent, il y a une raison à cela, et parfois ce ne sont que des excuses. Mais dans ce cas précis, c'est quelque chose d'intermédiaire. En fait, au moment de la première opération, nous n'avions pas encore le fichier avec tout le routage des cartes, et sa création prend du temps. C'était donc un dilemme. Soit arrêter le travail pendant 2 jours et attendre ce fichier, soit retirer le plateau et continuer le travail, et ensuite revenir à la CNC pour poursuivre les découpes. C'est exactement ce que nous avons fait. Maintenant, le verso est pratiquement prêt. Il ne reste plus qu'à bien le poncer et à le vernir. Je pense qu'ici aussi on se demandera pourquoi vernir cette partie si par la suite elle sera recouverte. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est la bonne chose à faire. Le bois doit être protégé, même si l'on considère que cette partie sera cachée par la suite. Parce que le bois est un matériau vivant, il absorbe et libère constamment une certaine quantité d'humidité. Et si d'un côté, on recouvre le plateau de vernis, mais que de l'autre, on ne fait aucun traitement, alors ce type d'ouvrage se comportera de manière inégale et imprévisible, et il risque potentiellement de se déformer. Je pense que beaucoup ont remarqué de nombreuses rainures équidistantes. Ce sont des emplacements pour les antennes. Elles ont été réalisées de manière prévoyante à la CNC. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de tracer, mesurer ni réfléchir à l'endroit où installer ces éléments. Nous plaçons simplement une antenne dans chaque niche, puis nous les fixons à l'aide de colle et d'un pistolet à agrafe. Cet agencement est réfléchi et correspond à la carte électronique conçue. Les cartes comportent un trou prévu pour y insérer l'antenne. Et si nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs, le processus devrait comme sur des roulettes. Dans nos projets, nous utilisons souvent de l'électronique et des circuits imprimés qui n'existent pas. Nous devons donc les concevoir et les fabriquer nous-mêmes. Pour cela, jlcpcb.com nous aide énormément.
EasyIdea est un outil simple et gratuit pour créer des schémas, des circuits imprimés et les simuler directement dans votre navigateur. Tout d'abord, on voit une image 3D du circuit imprimé terminé, puis on passe à l'éditeur. Là, nous créons et enregistrons 3 fichiers pour la production. Le premier est le Gerber, un format de fichier qui sert à décrire le projet du circuit imprimé pour la fabrication de photomasques sur une grande variété d'équipements. Le deuxième est le Boom, la liste des composants, c'est-à-dire les pièces électroniques. Le troisième est le Pick and Place, c'est-à-dire l'emplacement des composants sur le circuit imprimé. Ensuite, nous allons sur le site du fabricant jlcpcb.com et commençons à passer la commande. Nous téléchargeons fichier Gerber, choisissons couleur du PCB et quantité. Nous activons l'assemblage PCB, soit l'installation des composants sur le circuit imprimé. Nous choisissons le côté d'installation. Dans notre cas, le montage est unilatéral. Ensuite, nous confirmons tous les réglages, ajoutons les fichiers des composants et de leur emplacement. Voyons la liste et le coût des composants et nous confirmons. La commande apparaît dans le panier en 2 points, la fabrication des circuits imprimés et l'installation des composants. Nous utilisons ce site depuis quelques années et le recommandons sans hésiter. Nous laisserons le lien en description. Et voici le premier moment de tension. Un petit ajustement et en principe, on peut dire que tout se passe comme sur des roulettes. Au final, le diamètre du fil est choisi de telle sorte que la partie en cuivre s'insère fermement dans la carte et bute contre l'isolant. Ainsi, si les antennes sont correctement préparées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes de la même taille et dénudées de manière uniforme dans toutes les pièces, alors les cartes se placent parfaitement à la même distance du plateau, ce qui est également très important, car la lumière se diffusera de manière correcte et élégante sur toute la surface du plateau, ce dont vous allez très bientôt vous rendre compte. Une fois que toutes les cartes sont posées de façon uniforme et esthétique dans le plateau, il ne reste plus qu'à les souder. Ici aussi, tout a été prévu dès la phase de conception, c'est pourquoi ce processus se déroule également sans accroc. À la fin, il ne reste qu'à retirer la récolte de cuivre à l'aide d'une pince coupante, puis on peut passer à l'étape suivante. Mais avant de refermer toutes les connexions, on vérifie le bon fonctionnement et tous les modes. On souffle avec le sentiment du devoir accompli et on passe à la fabrication du cache dont on a tant parlé. Les 5 dernières minutes. Ici, tout est extrêmement simple. Une grande plaque de contreplaqué dans laquelle on découpe toutes les ouvertures techniques, la perforation pour la ventilation, et ainsi de suite. Et si le fichier est correctement préparé, la CNC accomplit cette tâche en 5 minutes. C'est exactement ce que nous avons fait. Et un instant plus tard, grâce à la magie du montage, nous posons le beau panneau peint à sa place légitime. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut appliquer la couche finale de vernis sur le plan de travail. Mais avant cela, le ponce avec du papier de verre grain 400 termine par une couche de vernis. Comme vous vous en souvenez, la table se compose de 2 plateaux. Puisque nous venons tout juste de finir avec le premier, je propose de passer au second plateau. Je pense que nous avons expliqué tout cela en détail. En théorie, nous avons montré minutieusement toutes les étapes en pratique. Et pour ne pas vous faire perdre de temps, je propose de ne pas me répéter et de passer rapidement en accéléré les mêmes processus réalisés pour le plateau précédent. Je propose de faire une petite pause. Comme vous l'avez compris, nous avons réalisé une profonde découpe sur l'envers, puis retourné le plateau. Et maintenant, sur la face avant, nous devons effectuer une coupe presque chirurgicale. Pour cela, nous prenons une fraise délicate de woodwork afin de découper un rectangle directement au centre du plateau. Cette technique est utilisée pour obtenir une découpe parfaite. Si nous avions traversé le bois massif avec une fraise grossière, nous aurions inévitablement obtenu des éclats. Mais comme vous pouvez le voir, notre découpe est parfaite sans le moindre défaut. Par la suite, une diorama sera placée dans cette niche et recouverte de verre par-dessus. C'est ce que nous allons essayer maintenant.
Et si vous pensiez que la construction du deuxième plateau était terminée, détrompez-vous. L'étape suivante consiste, du côté opposé, à fraiser ces sortes de cavités avec une découpe astucieuse à l'intérieur. Laissez-moi vous expliquer le secret ici. En ce qui concerne le nombre de ces nervures de renfort, nous avons établi la règle suivante. Nous en utilisons une par mètre, mais jamais moins de 2. C'est-à-dire que si nous fabriquons une table d'1 mètre de large et que nous devons installer des nervures de renfort, nous en mettons quand même 2, car elles fonctionnent toujours par paire. Et si nous fabriquons une table de 2 mètres, nous en mettons également 2. Donc une par mètre, mais jamais moins de 2. Ensuite, nous faisons tous les calculs selon cette règle. Donc, si notre table fait 2,5 mètres, nous utilisons généralement déjà 3 de ces nervures. De même, pour une table de 3 mètres, il y en a aussi 3, et ainsi de suite. En fait, c'est dans le même but que nous installons de telles nervures de renfort. Je rappelle que selon le plan, une diorama sera placée dans cette niche. C'est pour elle que nous formons une sorte de boîte, une grande boîte rectangulaire. La diorama elle-même sera du même format, mais là encore, ce n'est pas si simple. Comme d'habitude, nous avons décidé de ne pas choisir la facilité et avons bourré cette composition, avec plein d'électronique et d'effets spéciaux afin de donner vie à la future scène miniature. Mais avant de s'occuper de la diorama, il faut terminer le plateau de table sur lequel nous installerons la miniature. Ici, la séquence est à peu près la même. Ponçage, ajustement, finition et encore une foule d'opérations qui ont pris quelques jours. Mais au final, nous avons un deuxième plateau de table, prêt à être peint. C'est donc ce à quoi nous nous sommes attelés. Oui, le séquoia est un bois magnifique. Je pense qu'il est difficile de contester cela, mais la caméra ne rend pas la profondeur. En vrai, c'est tout simplement incroyable. Et pendant que notre chef-d'œuvre sèche, nous commençons un plan fou pour donner vie à la diorama. La première pièce de notre mosaïque magique, c'est l'éclairage programmable, qui sera réalisé à l'aide d'un ruban LED adressable. Après que l'échat ait soudé quelques fils, nous passons à l'installation. Tout autour du plateau, nous collons un profilé en aluminium spécial dans lequel nous installerons le ruban LED. L'idée ici est la suivante. Dans notre diorama, le moment de la journée va changer. Tout commence par le lever du soleil, puis une lumière du jour clair, parfois quelques nuages passent, ensuite le coucher du soleil et la nuit. La nuit, les lampadaires et la lumière dans les fenêtres s'allument, et à l'approche du matin, du brouillard apparaît sur les champs. Avouez que ça semble impossible, mais à la fin de la vidéo, nous obtiendrons tout de même le résultat souhaité. Ensuite, un long processus de création de la diorama a commencé. Parallèlement, nous y apportions des modifications et imprimions de nouveaux modèles. Nous peignions, ajustions, pendant 1 mois. La seule chose qui nous réjouissait, c'est que nous n'avions pas à nous distraire avec le calibrage et le réglage des imprimantes. Ils n'étaient vraiment pas en cause. Elles fonctionnent comme des horloges. On met clairement un like. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une composition aléatoire. Nous recréons un lieu aussi proche que possible de la réalité en nous basant uniquement sur des photos. Le client nous a envoyé des photos de ses machines, des prises de drone, des photos de champs, et nous mettons tout cela en œuvre petit à petit dans la diorama. En gros, le travail ici s'est déroulé de la manière suivante. Nous regardions la vidéo filmée par le drone, faisions une capture d'écran et commencions à modéliser un bâtiment similaire. L'étape suivante consistait à continuer à regarder la vidéo, à identifier un nouvel emplacement, à refaire plein de captures d'écran sous tous les angles, puis à créer le modèle et à lancer une nouvelle impression. Il convient également de noter que dans chaque bâtiment, la lumière s'allumera à la tombée de la nuit. Les lampadaires s'allumeront également. Et étant donné que ce sont vraiment de tout petits détails, il n'a pas été facile de réaliser cette idée. Mais nous y sommes parvenus.
Le client a également demandé de représenter toutes les saisons dans une seule diorama. Et comme vous le savez, le souhait du client fait loi. Là aussi, il a fallu pas mal s'y atteler. Le problème n'était même pas dans la difficulté d'exécution, mais dans le fait que cela devait paraître harmonieux. Et la partie avec le paysage hivernal passait en douceur à un champ printanier, puis à l'été avec la récolte, et bien sûr à l'automne doré. Au final, comme vous pouvez le voir, nous avons fait tout notre possible et tous les souhaits du client ont été intégrés dans une seule diorama. Et maintenant, il devient évident comment tout cela va être organisé. La base sera constituée d'un cadre métallique. Nous y insérons la diorama et commençons à imaginer la mise en place de toutes les communications. Je rappelle que selon le concept, nous devons installer un éclairage sophistiqué, trouver où cacher les câbles, puis concevoir un conduit pour acheminer la fumée de la machine à fumer afin d'imiter le brouillard et bien sûr dissimuler la machine à fumer elle-même. Et cela de telle manière que le client puisse à tout moment la recharger et l'entretenir. En somme, la tâche n'est pas des plus simples, et c'est à cela que nous avons consacré la semaine suivante. Et voilà, enfin, le premier test. À ce stade, il s'agit d'une version très brute, car nous n'avons pas encore programmé ni synchronisé tous les modes. Par la suite, tout le diorama sera parfaitement synchronisé et ce sera vraiment un spectacle fascinant. Je pense qu'en regardant ces images, on peut déjà me croire. Comme vous l'avez compris, Kolia est apparu à l'écran, nous avons une tâche à accomplir avec le métal. Il n'y a pas de grande difficulté, mais il est très important de tout souder avec précision. Selon le plan, en respectant la géométrie et de façon à ce que tout soit parfaitement esthétique. Au final, puisque certaines parties du piétement seront visibles sur le produit fini. Et si tout est conçu, réfléchi et découpé à la bonne taille dès le départ, alors au final, nous obtenons le résultat attendu et digne. Je rappelle que notre table est en forme de T. Elle sera composée de deux éléments distincts qui seront assemblés en une seule structure à la fin. Vous avez déjà vu la première partie du piétement dans laquelle nous avons installé le diorama. Ce piétement-là est plus simple et nous avons laissé sa fabrication hors champ, tandis que cette structure-ci est un peu plus complexe. C'est sur elle que sera installé le plateau principal avec les feuilles tactiles de Sequoia. Toute l'électronique, les caissons et autres communications seront également dissimulées dans la base. Avant d'envoyer le piétement à la peinture, nous préparons soigneusement tous les trous et les inserts, puis seulement nous nous rendons dans la cabine de peinture. Tout d'abord, nous dégraissons soigneusement toutes les surfaces. L'étape suivante consiste à apprêter toute la structure. Depuis quelques mois, nous testons activement le matériau d'Axiom. Bien sûr, à la base, nous avons conçu cette étagère pour travailler sur nos projets automobiles. Mais, comme vous pouvez le voir, il nous arrive aussi de devoir travailler le métal dans nos projets de menuiserie. Pour être honnête, nous en avions assez de rassembler des matériaux de différents fabricants qui sont souvent incompatibles entre eux, alors nous avons choisi une solution plus simple. Nous avons trouvé un fabricant qui propose tout ce dont nous avons besoin dans sa gamme. Nous avons donc tout commandé chez lui, nous avons bien tout testé et signé un contrat. Et maintenant, nous avons simplement apprêté le piétement et l'avons peint en noir. Et c'est une nouvelle pièce du puzzle de notre constructeur complexe. La partie avant du piétement doit être recouverte de plastique mat.
Par la suite, derrière ce plastique, il y aura des épis que nous allons également animer, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Pour l'instant, nous collons simplement le plastique avec du mastic. À l'étape suivante, nous avons commencé à fabriquer le caisson qui sera installé dans le piétement. Le mobilier en panneau n'est pas vraiment notre spécialité, et pour être honnête, personne dans l'équipe n'aime le matériau, le panneau de particules mélaminé. Souvent, nous essayons de le remplacer par du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est notre matériau préféré. Nous l'avons choisi pour ce projet. Découpé aux dimensions nécessaires, nous avons réalisé une feuillure à l'aide d'une fraise. C'est sur cette feuillure, avec de la colle, que nous allons assembler tous les éléments du caisson. Nous avons d'abord assemblé la boîte à blanc, serrée avec des serre-joints, vérifié que tout allait bien, et avant l'assemblage final, il ne restait plus qu'à bien poncer et peindre. C'est ce que nous avons fait. Le principal avantage de travailler avec le contreplaqué, c'est que c'est une pièce universelle. Nous pouvons le découper à la taille souhaitée, poncer une partie et, à la fin, lui donner n'importe quelle couleur désirée. Dans ce cas, nous avons choisi une teinte aussi proche que possible de celle du plateau. Nous avons peint tout le contreplaqué et obtenu de beaux éléments en bois naturel. Aucun matériau artificiel ne permettrait d'obtenir un tel résultat. Au final, tout s'assemble comme si... un puzzle, parfaitement et sans aucun jeu. Et malgré tout cela, nous avons une structure démontable, assemblée avec des vis que l'on peut visser et dévisser à l'infini. Et c'est un autre grand puzzle. Une fois assemblé, nous passons à la fabrication du suivant, un peu plus petit. Le projet prévoit ce logo dessiné sur le côté du premier piétement. C'est à sa fabrication que nous allons nous atteler maintenant. Nous avons collé le panneau et brisé le séquoia. Avec la CNC, nous découpons le logo de l'entreprise. Ensuite, il faut placer ce logo dans une base transparente que nous illuminerons par la suite. Nous le fabriquons en polycarbonate monolithique avec un évidement précis pour le logo en bois. L'élément suivant, c'est la base en MDF. C'est là que seront installées la plaque transparente de polycarbonate et l'éclairage. Et enfin, à la toute fin, le logo en bois. Je vais tout vous montrer maintenant. Avant d'assembler notre sandwich, il faut peindre tous les éléments. Et là, on revient encore une fois au logo en bois. D'abord, on ponce soigneusement. Après 1 heure de finition manuelle, on applique un vernis mat sur la pièce et pendant que le vernis sèche, on passe au deuxième élément. Il s'agit d'un panneau transparent et brillant, mais selon le cahier des charges, nous devons obtenir un panneau blanc, mat et pratique. Mais il y a là une certaine difficulté. Le fait est qu'il n'est pas recommandé de peindre le polycarbonate, mais on aimerait vraiment obtenir une surface mate. On en a vraiment envie, et rien de mieux que de la recouvrir d'un film mat. Nous n'avons rien trouvé de mieux, mais comme vous vous en souvenez, il nous faut aussi obtenir une couleur blanche. Ici, tout est beaucoup plus simple. Nous avons simplement peint le MDF dans lequel l'éclairage est installé et en fait, cet élément sert de fond arrière. Globalement, le cahier des charges est respecté. Regardez par vous-même. Et puisque nous avions ouvert le fichier du logo, nous avons décidé de ne pas nous arrêter à un seul exemplaire.
En réalité, le client a clairement indiqué qu'il avait besoin d'un logo de l'entreprise en lévitation. Au-dessus du plateau, nous réalisons souvent ce genre de solution et le client l'a vu dans nos vidéos. Et comme vous vous en souvenez, le souhait du client fait loi. En fait, pour concrétiser cette idée, nous avons découpé une rondelle sur une CNC et les autres éléments nécessaires sur une machine laser. Il ne reste plus qu'à assembler tout cela finalement. Alors, assemblons notre lévitron. La rondelle est également fabriquée en séquoia. C'est un bois qui nous convient parfaitement. Il est extrêmement léger, ce qui est idéal pour la lévitation. Nous allons également illuminer notre logo, soigneusement découpé dans du plexiglas transparent et finement gravé à l'aide d'une bobine sans fil discrète et de puissantes LED lumineuses. Nous installons les LED et la bobine, puis nous les maintenons solidement en place, assurant une bonne fixation. Aimant. Nous plaçons le logo directement sur le produit final. Pour le tableau de contrôle de toute l'électronique de notre bureau, nous avons pris un tableau conçu par chez nous pour un autre projet. C'était Medusa, version 2.0, et elle nous convenait très bien. Qu'est-ce qu'on a dessus? Sur la carte de contrôle, nous avons un Arduino qui contrôle le moteur pas à pas via un pilote. Ils seront responsables du balancement des épis de maïs. Un Arduino séparé contrôlera l'éclairage de la diorama, le mode lever-coucher du soleil et la machine à fumer. La machine à fumer a également sa propre alimentation et la télécommande qui sera également contrôlée par un module Arduino pour l'allumage et l'extinction de l'appareil. Comme vous l'avez compris, nous sommes arrivés en douceur à la solution tant attendue pour animer les épis. Pour être honnête, au début, cela ne semblait pas être une tâche si compliquée. Mais ce n'était qu'une impression. Nous avons commencé à assembler notre mécanisme de test pour le mouvement des épis. Il est assez simple en soi. Nous aurons un caisson. Au fond, il y aura du contreplaqué et à l'avant du plexiglas. Sur la base, sur le profilé, un rail de guidage sera fixé. Un chariot se déplacera dessus. Sur le chariot, il y aura une poutre de guidage sur laquelle seront fixés les épis. Tout cela sera contrôlé et actionné par un moteur pas à pas géré par une Arduino. C'est une version d'essai. Tout est conçu de manière très simple. Un rail de guidage est solidement fixé sur la base, sur lequel se déplace aisément le chariot. Sur le chariot est fixée une glissière, sur laquelle nous plaçons avec précision les épis de maïs. Ici, nous avons une fixation imprimée en 3D pour le moteur pas à pas. Et en conséquence, nous pourrons changer la vitesse et l'amplitude. Il est possible que nous changions la longueur des leviers pour voir quelles options nous conviennent le mieux. Nous avons placé les épis à différentes distances. Sur la moitié gauche, ils sont plus espacés. À droite, plus serrés. Je vais maintenant recouvrir cela de plexiglas et nous verrons l'effet. Le plexiglas est pour l'instant teinté d'un film des deux côtés, ce que nous allons également observer pour voir quel effet nous conviendra. Peut-être que nous enlèverons le film, peut-être un seul côté, ou que nous le teinterons d'une autre manière par la suite.
Nous avons testé plusieurs options et nous nous sommes finalement arrêtés sur celle-ci. Le moteur fonctionnera de manière à osciller de droite à gauche avec de petites pauses bien définies afin de donner aux épis un mouvement beaucoup plus naturel pour qu'ils ne se balancent pas constamment comme un pendule de droite à gauche mais qu'ils ondulent doucement, s'apaisent progressivement et que ce mouvement se répète à intervalles réguliers et précis. De plus, nous avons fabriqué de nouveaux leviers pour le mécanisme. Usiné dans de l'aluminium, pour plus de fiabilité, tout passera par déroulement. Cela nous permettra de faire tourner le tout de manière fiable et en douceur. Au final, nous avons retravaillé de très nombreuses variantes de mécanismes, mais cela n'a pas été montré à l'écran. Finalement, nous nous sommes arrêtés sur la solution qu'Alexei avait évoquée précédemment. Mais cette solution, il l'avait présentée sur un petit prototype, alors que maintenant nous fabriquons une version de 3 mètres. Après avoir assemblé le premier prototype directement dans le plateau, nous avons compris que rien ne nous convenait, et les modifications sans fin ont commencé. Pour être honnête, je n'ai pas envie de me rappeler cette période, alors allons à l'essentiel. Tout d'abord, nous n'avons pas aimé l'apparence des épis eux-mêmes. Nous avons d'abord décidé de remplacer le plastique par un matériau plus mat. Nous avons découpé un nouveau morceau de plexiglas et demandé aux gars de le recouvrir d'un film plus mat, pourquoi nous leur sommes très reconnaissants. Nous l'avons installé et, encore une fois, nous n'étions pas satisfaits. Les épis avaient toujours l'air artificiel, alors nous avons refait l'éclairage. C'était mieux, mais toujours pas satisfaisant, et finalement, nous avons peint les épis nous-mêmes. Il fallait voir le visage du coloriste quand je suis venu avec un échantillon en lui disant que je voulais exactement cette couleur. Et voilà à quoi cela ressemblait. Mais au final, ça en valait la peine. Il ne reste plus qu'à choisir le mode. Chinol, c'est évident que la découpe correspond à l'amplitude maximale? Non, l'amplitude peut être modifiée, tout comme la vitesse et la pause, donc on peut choisir une fréquence résonante multiple ou une fréquence plus basse. Regarde, si on imite leur mouvement naturellement, la racine ne bouge absolument pas, seule la partie supérieure bouge. Donc probablement il faudrait augmenter un petit peu l'amplitude. Donc c'est précisément ce mouvement, les rails inférieurs, qu'il faut rendre minimal pour créer un effet de pendule et pour que, en gros, ça bouge un peu en bas, mais que la partie supérieure oscille d'avant en arrière comme un pendule. D'accord, essayons maintenant. Mais là, je voulais justement faire une telle imitation, une rafale de vent. C'est-à-dire que le vent souffle, il se balance, puis s'apaise. Et donc, dans cet esprit-là... Regarde, donc si on imite, disons, un mouvement naturel authentique, alors à partir de la base, ils ne devraient probablement pas bouger. Donc il faut les faire bouger un peu par le bas et qu'ils oscillent comme un pendule d'un côté à l'autre. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Un mouvement minimal des rails en bas? Oui, on va maintenant choisir une fréquence de résonance à plus faible amplitude pour qu'il n'y ait pas de balancement. Allez, on va peut-être commencer par effectuer le même mouvement que précédemment, mais cette fois-ci, au lieu de l'amplitude de 2 cm que nous avions initialement, nous allons réduire cette distance à seulement 5 mm. Écoute attentivement, car là, cette nouvelle approche ressemble déjà beaucoup plus fidèlement à la réalité de ce que nous cherchons à observer. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans cette modification de l'amplitude? Eh bien, on a réduit l'amplitude et la vitesse. Il s'avère qu'elles sont à peu près dans un rapport de 1 à 2. Dis, est-ce qu'on pourrait garder exactement la même amplitude, mais réduire un petit peu la vitesse pour que le mouvement soit beaucoup plus fluide et harmonieux? Eh bien... Oui, on va encore essayer d'autres options maintenant. Écoute, moi je pense que c'est sans doute le juste milieu, quoi. On peut s'arrêter là.
C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que c'est naturel, dans la mesure où l'on peut faire bouger les épis de façon naturelle par des moyens mécaniques, c'est probablement la meilleure option. Après avoir réglé tous les modes et les avoir synchronisés, nous passons enfin à la partie la plus intéressante. C'est pour cela que tout a été fait. Nous avons l'assemblage final. Nous avons terminé l'assemblage de notre bloc électronique. Nous l'avons conçu de manière coulissante afin qu'après le réglage et l'assemblage, nous puissions le rentrer et que tout soit rangé de façon compacte. Ici, nous avons installé plusieurs blocs d'alimentation. Le bloc supérieur est responsable du fonctionnement de la partie tactile de la table. Ici, le bloc d'alimentation alimente l'éclairage des épis et du logo. Le bloc d'alimentation 5 volts est responsable de l'éclairage de la diorama où le ruban adressable crée l'effet d'aube. Et ici, il y a encore un petit bloc d'alimentation électrique pour la carte de contrôle et le lévitron. Et encore 2 modules supplémentaires pour pouvoir changer les modes de fonctionnement de la table à l'aide d'une télécommande sans fil. Je pense que beaucoup se posent la question légitime. Combien coûte la réalisation d'une telle table selon le cahier des charges du client? Je rappelle que c'est exactement ainsi que nous avons travaillé. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le montant exact. Mais après la sortie de la vidéo, nous publions toujours un post sur notre chaîne Telegram où nous parlons de toutes les difficultés, des coûts et des pièges. Un tel post existe déjà sur notre chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description. Merci à vous d'avoir regardé et que la hache soit avec vous. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci.